Bonjour à tous, bienvenue dans les conversations de l'art. Nous sommes heureux de lancer ce tout nouveau programme qui a pour objectif de donner la parole aux experts dans le domaine des arts plastiques au Mali afin qu'ils puissent échanger avec le grand public. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un éminent plasticien avec un parcours très riche et surtout un bagage intellectuel impressionnant. Ensemble, découvrons son profil. Mon invité du jour est détenteur d'un PhD en archéologie, diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Leningrad, appelée actuellement Saint-Pétersbourg. Il fut le directeur général de l'Institut national des arts, coordinateur en charge des recherches au Musée de la femme, Musokunda, et responsable de la section arts de la faculté des langues, arts et sciences du langage. Mon invité du jour est un orateur chevronné, conférencier dans les plus grandes rencontres sur l'histoire de l'art, entre autres la conférence Art et esthétique, quelle terminologie pour l'Afrique, tenue à l'Institut français du Mali, ainsi que la conférence sur l'interculturalité à Marly-le-Roi à Paris. Celui avec qui nous allons avoir la chance de converser aujourd'hui est avant tout et surtout un artiste peintre, spécialisé en portrait. Il fait partie des précurseurs des portraits minutes quand il était encore aux Beaux-Arts. Il a à son actif l'exposition Les cantatrices du Mali, réalisée en 1995, l'exposition Images de la femme, tenue au musée Musokunda en 1996, la dimension esthétique et philosophique de la vie et l'œuvre du musicien Salif Keïta, tenue au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafaseke Kouyaté en 2016. Il participe également à l'exposition Die Kunst der Toleranz, Initiative Tolérance à Berlin en 2003. Il possède une riche biographie avec les publications telles que La fuite des cerveaux de la préhistoire à l'époque contemporaine, paru dans le journal Les Républicains. Le rôle de l'art africain dans l'émergence des consciences, présenté lors de la conférence sur l'histoire universelle à Bamako. La majorité des peintres ne vivent pas de leur art, paru dans le journal Les Échos. À cette longue liste s'ajoute son poste actuel, c'est-à-dire qu'il est le directeur général de l'Institut universitaire des technologies. Vous l'avez deviné, chers internautes, il s'agit bien du professeur Oumar Kamara, dit Kamaraka. Bonjour, monsieur Kamaraka. Bonjour. Bienvenue dans les conversations de l'art. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, ce long parcours, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette présentation? Oui, plus ou moins. Je crois qu'il est plus ou moins complet. D'accord. Oui, c'est bon. Je n'ai pas oublié des choses? Non, je crois que ça va. Ok, parfait. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Votre riche parcours d'historien, mais surtout d'artiste, a attiré notre attention parce que dans le numéro d'aujourd'hui, nous voulons aborder la question des arts plastiques et la relation avec le grand public. Selon vous, pourquoi les expositions d'art ne mobilisent pas le grand public? Bon, ça, d'abord, je vous remercie de me recevoir sur ce beau plateau. Et entouré beaucoup de ce beau monde, de beaux esprits. Merci. Et c'est un grand honneur, effectivement, d'inaugurer ces causeries-là. Alors, la question que vous posez est une question un peu récurrente au Mali. Et j'ai l'impression que ce n'est pas aussi très important pour les artistes que de pouvoir répondre à cette question. Et moi, lorsque j'ai terminé, vous avez parlé un peu de mon parcours en Russie. Quand j'ai terminé mes études en Union soviétique et que je suis revenu au Mali, alors j'ai compris que c'était plutôt la musique malienne alors, qui prenait son envol à travers ce qu'on appelait Top Étoile. D'accord. Et lors de cette émission, on appelait ces jeunes cantatrices des artistes. Et elles étaient très fières de se dire artistes. Et lorsque j'ai commencé donc à enseigner l'histoire de l'art à l'université, alors je pose la question aux étudiants, qu'est-ce que c'est qu'un artiste?
Les étudiants me répondent, l'artiste, c'est celui qui chante. Vous voyez? Et donc, ils ont pensé, effectivement, à travers Top Étoile, cette émission qui passait tous les vendredis ou tous les samedis, et qui attirait la foule. Donc, les Maliens ont commencé à comprendre, effectivement, ce mot artiste-là, et l'associer exclusivement à ceux qui chantent. D'accord. Donc, pour ça, donc, moi, en fait, j'ai décidé d'organiser des conférences sur les arts et la culture au Mali. Et ça se faisait dans tous les lycées, dans les universités, un peu partout. Les expositions d'art, en réalité, ne sont pas des habitudes artistiques chez nous au Mali, même sur le continent, en réalité. C'est une habitude qui a été importée chez nous. Effectivement, on s'en accommode. Mais c'est nous-mêmes, à travers nos créations, que nous pouvons inviter le public à venir voir ce que nous faisons. Et si les populations ne se reconnaissent pas dans ces créations, alors elles ne sont pas animées de cette volonté-là pour aller voir les expositions. Et c'est pour cela que le public est toujours un public étranger, surtout les Occidentaux, qui ont cette pratique. Et ça, c'est vraiment à remercier, à valoriser, et ça doit vraiment intégrer déjà nos pratiques artistiques. C'est-à-dire que les thèmes, les contenus que les artistes proposent ne répondent pas, ne représentent pas tout le temps la population. Oui, c'est ça, parce que l'art, c'est d'abord le figuratif. Quand je me reconnais, ou bien que je reconnais telle chose dans telle chose. Hein, c'est l'art classique, c'est l'art académique qui a existé dans toutes les grandes académies des arts. Là où j'ai étudié à l'Institut Répine, effectivement, c'est une école d'art académique. Bon, maintenant, et on peut représenter l'histoire de notre pays. Nous avons un très beau pays, le Mali. L'histoire des hommes, l'histoire des traditions. Et ça, c'est une démarche. Mais en réalité, même ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain, qui est en réalité l'abstraction qui a été opérée dans le domaine de l'art, doit aussi nous intéresser. Et c'est aussi une ouverture vers le monde. Mais il faut que cet art contemporain reflète aussi nos réalités. C'est cela le problème. Et c'est la raison pour laquelle, le plus souvent, j'ai dit que les jeunes d'aujourd'hui veulent rentrer dans l'art par la porte de sortie. Et même regarder nos musées. Qui va au musée? Alors que ce sont nos objets d'art traditionnels qui sont exposés dans les musées. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Et on a pris conscience, on amène les jeunes scolaires dans les musées pour s'initier au monde du musée, pour s'initier à la tradition, à la culture. Et mais ils n'y vont pas. Pourquoi aussi? Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ces choses dans leur famille. Les parents n'ont pas inculqué ces connaissances-là à leurs enfants. Parce que tous les parents sont devenus des parents modernes. Les vieux parents, entre guillemets, commencent à nous quitter. Alors, mais ils nous ont laissé quand même des bagages. N'est-ce pas? On dit pour voir loin, il faut être porté sur les épaules de ses ancêtres. Et c'est ce qui nous permet effectivement de transmettre les connaissances des traditions de génération en génération. Et si ce passage-là ne se fait pas, écoute, je crois que c'est une perte énorme pour nous, c'est une perte de mémoire. Tout à fait. Donc voilà, donc il faut éduquer cela. Et maintenant, quand on éduque cela, on éduque tout un peuple, on éduque toute une génération. Et les enfants d'aujourd'hui doivent aller à cette école de la culture, à cette école des civilisations, à se découvrir soi-même. J'enchaîne avec ma deuxième question. C'est de savoir, quand vous êtes retourné en fait, de l'université, quelles sont les actions que vous avez menées pour promouvoir les arts plastiques au sein de la communauté? L'art, c'est très complexe. L'art, c'est très complexe. Et l'art, c'est des succès, mais c'est aussi la dégénérescence. La dégénérescence dans l'art est très grave et très pénible pour l'artiste. C'est pour cela, et je pense que les jeunes doivent persévérer. Et le mot nouveau aujourd'hui, c'est la résilience. Et ça aussi, c'est un combat énorme qu'il faut mener sur le terrain. Donc, c'est tout ce que je continue de faire. Je continue d'enseigner les arts, je continue de faire mes créations, je continue de donner des conseils aux jeunes artistes parce que nous aussi, nous avons un parcours. C'est-à-dire que lorsque vous êtes revenu des études, vous avez non seulement continué à faire la création, mais vous avez également organisé des conférences à l'endroit et des étudiants et aussi voilà, des élèves aussi, hein, surtout dans les lycées et tout, et pour expliquer en fait l'art aux gens et aussi voilà, montrer que la création doit perpétuer. Quelque chose m'impressionne dans votre parcours, c'est le fait d'être professeur et de continuer à créer
créer en fait. Comment est-ce que vous parvenez à gérer votre carrière de professeur et votre carrière d'artiste qui continue de créer, de proposer? Vous parliez tout de suite de des 30 ans de carrière et tout. Comment vous gérez ça? Merci beaucoup. Oui, c'est malheureux, il faut le dire, mais en fait, moi, je me repose dans l'art, en réalité. Ma création artistique, c'est un plaisir, c'est une passion. Et c'est cela qui continue aussi à l'université à travers l'histoire de l'art. Et pourquoi je dis que c'est malheureux? Il y a beaucoup de jeunes gens, d'étudiants, alors qu'ils veulent aussi devenir des historiens de l'art. Parce qu'ils veulent faire comme Kamaraka, comme vous l'avez dit, Kamaraka. Ils veulent faire comme moi, mais en fait, ils pensent qu'il faut savoir peindre pour pouvoir être historien de l'art. Ce n'est pas lié. La majeure partie des historiens de l'art ne sont pas des peintres. Et ils sont des très bons historiens de l'art. Ils sont des philosophes, ils ont fait l'esthétique, ils ont étudié l'art, en fait, et ils sont des bons critiques d'art, des bons historiens de l'art. On n'est pas obligé d'être peintre. Donc c'est pour cela, c'est vrai, moi j'ai toujours fait les deux ensemble. Et tous les week-ends, je ne fais que crier. Et les autres jours, je vais à l'université. Alors mes publications scientifiques aussi, je me trouve le temps pour le faire. C'est pour cela que je vous dis que je remercie Dieu par rapport à ma santé. Par rapport à la santé, ça c'est très impressionnant. Et deux, aussi la passion. Il faut avoir la passion. Et c'est cette passion-là même qui guide l'art. Et sans cette passion, on ne peut pas. Et j'exhorte les jeunes à aimer l'art, quoi, quelle que soit la situation dans laquelle ils vont se trouver. Il faut aimer l'art, il faut avoir la passion, il faut créer toujours la beauté qui nous entoure. Il y a Nietzsche qui disait que sans l'art, le monde aurait été une erreur. C'est clair. Donc il faut être passionné, oui. Il faut avoir le temps pour ça et il faut être focalisé sur ce qu'on fait. Voilà. Alors, de vos conférences, des expositions que vous avez faites et tout, qu'est-ce que vous avez retenu? Okay. J'ai retenu une très belle chose lors d'une conférence à l'université. Et ça, c'était dû au fait, après mes cours d'histoire de l'art, et lors de l'examen, je posais la question aux étudiants, qu'est-ce que c'est que l'art? J'ai dit, après avoir écouté le professeur, après avoir assisté à ces conférences, et selon vous, l'art, c'est quoi? Et il y a un étudiant qui a donné toutes les définitions que moi je lui avais données lors de ce cours. Et la dernière définition, il dit, l'art ne peut être autre chose que l'art. Et il dit, même la façon dont le professeur va corriger ma copie, c'est de l'art. Ça, c'est extraordinaire. Et j'ai longtemps réfléchi. Le garçon, je lui ai donné la moyenne. Mais le lendemain, vous connaissez les librairies par terre. Alors j'ai acheté un livre, c'est écrit l'art. Et à l'intérieur, la première phrase, c'est écrit l'art, c'est tout ce que les hommes ont appelé art. Ça rejoint exactement ce que le jeune homme a dit. Et autre chose, il y a 3 jours, je regardais sur Facebook. Alors, je tombe sur un étudiant, un ancien étudiant auquel j'ai enseigné, depuis 2013, il fait un post, il met l'image de la Joconde, je ne sais pas. Et puis, il pose la question, qui est cette dame? Et il y a quelqu'un qui répond, il faut demander au professeur Kamaraka. Ça date de 2013, c'était extraordinaire. Donc, j'ai retenu beaucoup de bonnes choses. Et aujourd'hui, quand les jeunes me voient, ils disent, ah, ça c'est de l'art. Alors, pour revenir à notre thème du jour, les arts plastiques et le grand public. Pour vous, que devons-nous faire aujourd'hui pour susciter de l'engouement et l'intérêt du grand public à assister à nos expositions? Je rappelle un peu la mission de Agansi, qui est en fait de démocratiser le monde de l'art. Beaucoup de gens disent que les artistes peignent, ils sont dans leur monde. Même nous, on aime s'appeler le monde de l'art. Le monde de l'art, c'est un thème très célèbre. Et nous pensons que le reste du monde se trouve sur Internet. Et tout ce que nous faisons, nous utilisons le digital pour promouvoir les arts plastiques. Et on se pose cette question-là. Qu'est-ce que nous devons faire pour susciter l'engouement du grand public pour les arts plastiques? Quelles astuces pouvez-vous partager avec nous pour pouvoir réaliser cela? Alors, j'ai surpris une de vos discussions là concernant la formation des profanes dans l'art. Tout à fait. Ça, c'est une démarche extraordinaire. Alors, il faut commencer déjà
à intéresser le monde de la jeunesse dans la création artistique, surtout les tout petits. Et tous les enfants ont cette envie-là de faire quelque chose. Il y a le dessin enfantin dans le domaine de l'art qui existe bien sûr. Et donc lorsque vous donnez la possibilité à l'enfant de créer, vous allez comprendre effectivement le génie qu'il y a dans ces enfants-là. Alors organisez-les autour effectivement des créations artistiques. Alors continuez à faire des conférences pour sensibiliser les populations. Et en dehors de cela aujourd'hui, puisque nous sommes dans la tradition des expositions, il faut amener le grand public en rendant nos œuvres accessibles. La majeure partie du temps, les jeunes, ils expriment leurs émotions. C'est vrai, le plus souvent, ils ne sont pas en mesure d'expliquer les émotions. Et ça, c'est tout à fait normal. On dit la poésie de l'âme, c'est Dostoïevski qui le disait, la poésie de l'âme, c'est la poésie qui ne peut exprimer aucun autre art. Donc c'est cette poésie de l'âme que ces artistes-là expriment par leurs gestes, par leur action sur la toile qui est blanche et qui devient colorée, qui devient spirituelle, qui devient sensible. Et c'est cette sensibilité-là qu'il faut communiquer au public. De deux, il faut que ces œuvres-là soient accessibles. J'ai l'impression que nos jeunes artistes sont chers. C'est ce que je pense. C'est vrai, ils apprennent qu'ailleurs, on vend mieux, on se vend mieux. Mais il faut commencer par éduquer nos populations à cette tradition-là. Aujourd'hui, avec les mariages que vous faites à Bamako, alors il faudrait peut-être déjà inculquer la façon, la tenue des mariés. Il faut les amener vers nos traditions vestimentaires. Nos traditions vestimentaires. Et les conduire à des lieux d'exposition pour que le marié puisse le mari puisse acheter une toile pour la mariée et à des prix abordables. Il faut que ça rentre dans les traditions. On a fait des monuments un peu partout dans la ville de Bamako. Lors des mariages, vous voyez, on va faire des photos auprès de ces monuments parce que c'est beau et c'est la création artistique, c'est la mémoire. Et cette mémoire-là, en réalité, doit se transmettre de génération en génération. Mais comment la transmettre? Il faut la rendre accessible. La rendre accessible. Donc moi, je crois que c'est cela. Nous ne pouvons que sensibiliser. Alors moi, mes cours d'histoire de l'art sont toujours bondés de monde. Des étudiants qui viennent de partout pour écouter ce que j'ai dit par rapport à l'art, parce que c'est ce que j'ai appris à l'université. Et c'est ma pratique de tous les jours. Et effectivement, l'Académie des Beaux-Arts, ça c'est nous qui avons créé les portraits minutes à Saint-Pétersbourg. Ça c'est la passion. Parce que j'étais à l'université la journée et le soir, j'étais à l'Académie des Beaux-Arts. Et le week-end, j'étais dans les rues de Nevsky Prospect pour faire les portraits minutes. Et j'étais le seul noir. Et ça c'était extraordinaire. Et ça c'était pathétique. Et ça c'est la passion, quoi. Seule la passion peut nous guider. Et je remercie Dieu toujours d'être en bonne santé. C'est extraordinaire. Oui. Alors, il faut insister sur la formation. Il faut inculquer le fait de voir, le fait de consommer les œuvres d'art dans nos habitudes de tous les jours. Il faut sensibiliser la population à ce que nous faisons. C'est ce que je retiens de votre réponse. Et nous espérons que ces astuces, moi j'ai beaucoup aimé l'astuce d'amener les mariés dans les expositions ou dans les lieux d'art. Je pense que ça peut être quelque chose de très original et tout. Sur cette note, nous allons accueillir notre deuxième invité du jour. Il est un jeune artiste très actif dans le monde de l'art plastique au Mali. Il fait partie des artistes partenaires de la plateforme Agansi. Avoir répondu à notre invitation. Merci. Bienvenue dans le tout premier numéro des Conversations de l'art. Merci. Aujourd'hui, nous voulons découvrir ta démarche artistique. Bon, au tout début, je commençais la peinture avec les gouaches, les aquarelles. Je peins aussi avec de l'acrylique. Donc, après plusieurs formations et d'expériences, donc je fais du collage actuellement. Voilà, je découpe les tissus jeans et je les colle sur toile. Voilà, c'est sous forme de recyclage aussi pour moi, de protéger l'environnement, pour faire passer un message qu'on doit vraiment s'intéresser à l'environnement. Tout ce qui est déchets et tout, j'essaye aussi de transformer ça
en œuvre et passer des messages. Avec les jeans, c'est un peu étonnant qu'il y a certaines personnes qui n'imaginent pas qu'on pouvait faire autre chose avec les jeans pantalons, d'en faire des œuvres par exemple. Donc en voyant ces tableaux, il y a beaucoup de gens qui ça les attire. Voilà. Quel est le thème que tu peins généralement dans tes toiles? J'aborde beaucoup de thèmes, surtout la violence faite aux femmes, la corruption. Je passe des messages aussi sur l'environnement pour sensibiliser les gens à vraiment à s'intéresser à l'assainissement du pays. Avec mes tableaux, c'est sous forme de recyclage. Donc je contribue aussi à l'assainissement de mon pays. Donc voilà, parce que j'arrive à émerveiller les gens avec mes tableaux. Pour moi, c'est l'essentiel. Avant d'arriver à l'achat même des tableaux, quand tu réalises des œuvres, si on apprécie ça, c'est quelque chose de grand en fait. Bon, le dernier mot, c'est d'appeler les gens vraiment à s'intéresser à l'art. Parce que ce n'est pas uniquement voir les beaux dessins et autres, mais il y a des messages à faire passer. Donc si on s'intéresse vraiment à l'art, on pourra vraiment connaître ce qui se cache derrière les tableaux. Parce que nous faisons passer beaucoup de messages, sensibiliser les gens, éduquer les gens, voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre très très célèbre. Il s'agit de Mona Lisa di Leonardo, la Joconde de Léonard de Vinci. Si cette œuvre est l'une des plus célèbres au monde, elle fait aussi partie des œuvres les plus turlupinées. Créée en 1507 par l'artiste Léonard de Vinci, portrait réalisé pendant la période de la Renaissance d'après le modèle de Lisa Gherardini. L'œuvre se voit attribuer une moustache dès 1909 par Marcel Duchamp qui en fait une parodie. De la Mona Lisa à la moustache, à la Mona Lisa qui prend du poids, à la Mona Lisa qui prend de l'âge, ou la Mona Lisa qui fait des courses dans le supermarché, et même la Mona Lisa qui fait des selfies, la Mona Lisa a vu toutes les couleurs. Il faut reconnaître que l'apparition de Covid-19 l'année dernière n'a pas arrangé les choses du tout. Oh là là! Nous avons vu la célèbre Lisa en cache-nez. Cette célébrité fait l'objet de tous les retournements. La meilleure version pour moi de toutes ces parodies, c'est vraiment la Mona Lisa africaine. Nous avons des Mona Lisa Peul, des Mona Lisa Soninké. Et nos frères Soninké ont tout simplement appelé leur Mona Lisa Djonkunda. Monsieur Kamaraga, que vous inspirent tous ces retournements-là de la célèbre et de la fameuse Mona Lisa? Mona Lisa, c'est tout un mythe, tout un mystère. Et une fois, j'ai écouté RFI et Toumani Diabaté était de passage à Paris. Et quand on faisait le reportage, on dit aujourd'hui, alors la Joconde va verser des larmes sous le son de la chorale de Toumani Diabaté. C'était poétique. C'est trop beau. Donc voilà, donc en fait, Leonardo da Vinci a réalisé le portrait de Mona Lisa, mais c'est le génie de Léonard de Vinci qui a fait transparaître la Joconde. C'est grâce effectivement à ce génie-là que la Joconde est née. Alors si vous regardez bien la Joconde dans les yeux, vous allez comprendre que la Joconde ne nous regarde pas droit dans les yeux. La Joconde nous regarde en dessous de notre oreille droite. Alors, allez-y voir, vous allez tester, vous allez comprendre effectivement cela. Alors, ça, c'est parole d'un critique d'art. Voilà. Donc, le thème de la Joconde m'intéresse beaucoup. Moi, ce que vous avez fait, les recherches que vous avez faites et que vous avez découvert plusieurs facettes de la Joconde, moi, ça m'a aussi fasciné depuis déjà quelques années. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur les Jocondes noires. Et ça, c'est effectivement le titre de ma prochaine exposition.
Alors, donc, je travaille là-dessus depuis déjà 2 ans et ce travail de recherche continue, c'est ce qui m'a permis, à travers mes cours d'histoire de l'art, de comprendre un peu le mystère de la Joconde. Alors nous anticipons déjà. Ah oui. C'est déjà une chance pour nous que cela soit annoncé sur notre plateau. Et nous avons hâte de découvrir voilà, les œuvres qui seront présentées lors de cette exposition-là. Alors dans mes recherches justement, j'ai suivi une de vos conférences tenues à Grenoble où vous parliez de Mona Lisa. Vous la présentiez comme une belle femme d'une part et d'un portrait bizarre de l'autre. Et vous dites dans la même conférence qu'un objet en fait n'a de sens que lorsqu'il est placé dans un contexte. Est-ce que selon vous, tous ces détournements de la Joconde représentent le contexte du monde actuel? Ah oui, je suis parti avec un morceau de caillou, du mur de Berlin. Alors, lors de la conférence, j'ai donné ce morceau à tous les critiques d'art qui étaient là-bas et je leur dis de me dire qu'est-ce que c'est. Mais en réalité, très peu de conférenciers ont pu me dire ce que c'est réellement, véritablement, effectivement, ce morceau de caillou. Mais lorsque j'ai repris le caillou, je leur ai dit que ça, c'est un morceau du mur de Berlin. Et ils m'ont dit, mais camarade, est-ce que c'est vrai que c'est un morceau du mur de Berlin? Ils ont tous rué sur moi pour reprendre le caillou et le voir. Parce que c'est ce morceau-là, à travers ce petit morceau de caillou, on peut parler de toute la Seconde Guerre mondiale. On peut parler de la séparation de l'Allemagne, de l'Est, entre le Berlin-Est et Berlin-Ouest. Donc ce caillou a un contenu, ce n'est plus un caillou simple, c'est un caillou historique. Donc c'est pour cela, lorsque vous mettez l'objet dans son contexte, il prend tout son sens. C'est cela. Mais vous parlez de la Joconde dans notre milieu artistique maintenant, toutes les recherches que vous êtes en train de faire. Ces recherches ont existé depuis longtemps. C'est parce que le monde de l'art au Mali aujourd'hui est en train de découvrir la Joconde. C'est pour cela, lors de mes conférences, quand je parle de la Joconde, ce côté mystérieux de la Joconde, la beauté de la femme, ça montre la maternité de la femme. La femme, c'est l'expression la plus achevée de la création au sens divin du terme. Ça, c'est vraiment la Joconde. Mais l'autre côté, c'est lorsque Marcel Duchamp a représenté la Joconde avec la moustache. Le monde de l'art était choqué. Les gens sont choqués de voir la Joconde à la moustache. Et pire, il écrit là-dessous L-H-O-O-Q. Tout à fait. Et là, je me réserve de vous le démontrer sur ce plateau. On le verra plus tard. D'accord. Alors, nous allons lancer le défi à tous ceux qui regardent cette conversation d'aller chercher la signification de ce qu'ils viennent juste d'épeler et ensuite de nous mettre en commentaire s'ils ont trouvé la bonne réponse ou pas. Donc, affaire à suivre. Avant juste de vous demander le mot de la fin, quel regard faites-vous sur notre évolution aujourd'hui et quels conseils vous pouvez donner à la jeune génération? Ah oui, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, nous avons une très très longue tradition dans le domaine de l'art. Alors, c'est au Mali et au Soudan qu'on a créé l'Institut national des arts, qu'on appelait la Maison des artisans du Soudan en 1932. Ça fait 88 ans, 89 ans aujourd'hui. En septembre passé, c'était 88 ans effectivement de cette école. Et moi, je suis fier effectivement d'avoir été l'un des directeurs de cette majestueuse école qui a formé nos premiers artistes, les grands artistes, comme vous voyez, comme Ismaël Diabaté, Ablaye Konaté, Habib Balo et j'en passe. Ils sont nombreux. Et là, c'est une tradition qui a continué jusqu'à aujourd'hui avec la création du conservatoire depuis, je ne sais pas, c'était en 2004 ou autre, je ne me souviens plus. Mais le conservatoire qui existe depuis lors a formé des jeunes artistes aujourd'hui et on voit l'impact. Et l'impact, comme je le disais tout à l'heure, c'est la création de plusieurs galeries d'artistes aujourd'hui. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Je suis enthousiasmé parce qu'en notre temps, on ne pouvait pas le faire. On n'avait pas les moyens de le faire. Et les jeunes se sont mis aujourd'hui en groupe et ils sont en train effectivement de créer dans ce domaine-là. Et je pense que les Maliens sont en train d'être sensibilisés par rapport à cela. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Alors, ce que je souhaite pour notre pays, que les gens, alors de plus en plus, apprennent à respecter ces artistes-là. Mais ça demande d'abord une rétrospection de l'artiste lui-même, par rapport à lui, par rapport à son art. Il ne faut jamais regarder de haut les autres. Et nous, pour la première fois, c'est notre professeur Abraham Davidovich Stoller, un professeur d'histoire de l'art, un archéologue, après, lors d'une de mes expositions en Union soviétique à Saint-Pétersbourg, est venu vers moi, il a mis sa main sur ma poitrine, il me dit, camarade, vous avez quelque chose à l'intérieur et vous êtes artiste. J'ai tressailli.
Parce que nous-mêmes, nous ne disons pas artistes en tant que tels. Les Picasso, quand ils ont créé le cubisme, il a dit, lorsque nous créions le cubisme, nous ne savions pas que nous sommes en train de faire du cubisme. C'est les critiques d'art qui ont parlé effectivement de ce cubisme. Même le titre de l'œuvre qui a provoqué l'impressionnisme, l'impression soleil levant, c'était une œuvre qui était renversée tout simplement, et ça donnait l'impression aux critiques d'art que c'était un soleil levant. Et voilà, c'est partout l'impressionnisme. Voilà comment c'est parti. Donc nous devrons cultiver cela. Nous devrons cultiver cela à nos populations pour qu'ils comprennent le rôle profond effectivement de l'art. Comme j'ai dit, c'est une forme de conscience sociale. C'est le résultat du développement historique de l'intellect. En un mot, c'est ça, l'art. En tout cas, merci beaucoup pour ces notes d'encouragement. Voilà. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous assistons à la création de plusieurs espaces d'exposition, mais également nous assistons aussi à la création de la première plateforme digitale d'exposition d'œuvres d'art au Mali, qui est Agansi, qui abrite aujourd'hui cette conversation. Et comme je le disais tantôt, notre mission est vraiment de justement démocratiser le domaine de l'art, mais aussi permettre aux artistes de montrer ce qu'ils font et de toucher le maximum de public. Nous touchons à la fin de la conversation, bien que passionnante, il faut bien qu'on arrête quelque part. Monsieur Kamaraka, avez-vous un mot de la fin? C'était d'abord des remerciements à l'endroit de l'émission Agansi, bon, on va appeler ça comme ça, et surtout exhorter nos jeunes à la recherche, n'est-ce pas, des traditions, le savoir-être, le savoir-faire. Et cela nous interpelle parce qu'il y a Joëlle Busca, une écrivaine française, qui disait que la mondialisation, c'est l'expression courtoise de la recolonisation. Et n'est-ce pas, et nous devrons tout faire pour qu'effectivement, alors, cette mondialisation soit positive. Alors, en pensant effectivement à la célèbre citation de Léopold Sédar Senghor qui dit que il faut s'enraciner au plus profond de l'africanité et rester ouvert aux 4 vents du monde. Je pense que l'Afrique est ouverte au monde depuis très très longtemps. Et voilà. Donc, Cheikh Anta Diop dit aussi qu'il faut s'enraciner. Pour dominer un peuple, il faut détruire sa culture. Et nous, les Africains, nous devons tout faire pour que nos cultures ne soient pas détruites. Et même le français, qui est notre langue d'expression officielle, doit être préservé, mais en accord avec nos langues nationales. Et c'est ce que nous souhaitons pour le Mali. Voilà, merci beaucoup. C'est sur cette note positive que prend fin notre conversation du jour, que j'ai eu l'immense plaisir de modérer. Je remercie mes invités. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker notre chaîne, de vous abonner et surtout de rester connecté à l'art africain à travers nos réseaux sociaux et aussi de visiter nos œuvres d'art sur le site www.agansi.com. Agansi.com. L'art africain devient digital.